Le liquide transparent dans la seringue capta les reflets impitoyables de la lumière fluorescente, tandis que le médecin de la prison, concentré, stabilisait sa main. Allongé sur la civière, attaché par des sangles trop serrées, Nathan Carter fixait le plafond d'un regard vidé, son visage émacié devenu le masque d'un homme qui avait cessé de se battre. Après 5 longues années à clamer son innocence, tout ce qu'il lui restait désormais, c'était le silence. L'horloge murale affichait 9h58. Dans 2 minutes exactement, le cocktail létal entamerait sa lente descente par la perfusion déjà connectée à sa veine. « Dernier mot, monsieur Carter ?» demanda le directeur de la prison, sa voix résonnant dans la chambre d'exécution froide et aseptisée. Nathan ferma les yeux. L'image de Duke, son fidèle berger allemand, lui traversa l'esprit. Le même chien qui, un soir de pluie, l'avait empêché de sauter du pont de l'Archwood quand tout semblait perdu. « J'aimerais juste que Duke sache que je suis innocent », murmura-t-il. Le médecin acquiesça d'un signe de tête. Il s'approche, ajuste l'aiguille, prêt à injecter le poison. Derrière la vitre pare-balles, les témoins retinrent leur souffle. Et puis, le silence fut brutalement brisé par la sonnerie stridente du téléphone mural. Le directeur leva la main, stoppant le médecin dans son geste. « Arrêtez tout !» s'écria une voix essoufflée dans l'interphone. De nouvelles preuves ont été découvertes. Le gouverneur vient d'accorder un sursis immédiat. L'aiguille, suspendue à quelques centimètres du bras de Nathan, demeura immobile alors que l'horloge sonnait 10 heures. Ce jour-là, la mort recula d'un pas. Mais pour comprendre comment un chien, une clé USB et une femme malade ont sauvé un homme injustement condamné, il faut revenir au début. Nathan Carter n'avait rien d'un criminel. Orphelin à l'âge de 12 ans après la mort de ses parents dans un carambolage sur l'autoroute, il avait grandi, ballotté entre foyer d'accueil et famille d'accueil négligente. À 18 ans, il sortit du système sans rien d'autre qu'un sac à dos, une bourse d'État et une détermination forgée dans l'abandon. Il travailla de nuit comme agent de sécurité, étudia le jour pour obtenir son diplôme en gestion. Une volonté de faire, rien de plus. Son premier vrai tournant survint lorsque la très influente entreprise Holloway Holdings le recruta comme assistant exécutif auprès de Daniel Holloway, héritier charismatique du groupe. À l'époque, Nathan vivait seul jusqu'à ce qu'il croise le regard d'un chien dans un refuge sur le point d'être euthanasié. Un berger allemand aux yeux vifs, intelligent et presque humain. Il l'adopta sans hésiter, ils se comprirent sans mots, une connexion immédiate. Tous les soirs, après le travail, Nathan marchait au bord de la rivière East Fork avec Duke courant devant lui, se retournant toujours pour vérifier qu'il suivait. Laissez un j'aime si l'histoire vous touche et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, ainsi que la ville depuis laquelle vous nous écoutez. Maintenant, reprenons notre histoire. Daniel Holloway, impressionné par les capacités de Nathan, le promut rapidement assistant personnel. Nathan gérait son agenda, ses appels, ses réunions, ses déplacements et accéda peu à peu à des documents sensibles. C'est là qu'il remarqua des incohérences, des transferts d'argent suspects, des factures gonflées. Des millions de dollars semblaient s'évaporer. Tout pointait vers Lucas Holloway, le frère aîné de Daniel, directeur financier de l'entreprise. Mais avant que Nathan n'ait pu tout comprendre, Daniel fut retrouvé mort, poignardé dans son bureau. Et toutes les preuves, les empreintes digitales, les enregistrements de sécurité, une transaction bancaire, accusaient Nathan. Il fut arrêté sans ménagement. Son chien, Duke, confié en urgence à Sarah Morgan, une ancienne infirmière vétérinaire qu'il avait aimée durant 3 ans. Ils n'étaient plus ensemble au moment du drame, mais elle accepta de garder Duke. Elle crut en son innocence. Un temps. Puis les visites cessèrent. L'isolement commença. Jack Monroe, le détective chargé de l'affaire, avait alors 57 ans. Un vieux flic méthodique, efficace. Il avait bouclé l'enquête en quelques jours. Les preuves semblaient accablantes. Les empreintes de Nathan sur le coupe-papier ensanglanté, sa présence sur les caméras à l'heure du meurtre, un transfert suspect de 300 000 $ vers un compte à son nom. L'affaire était pliée. Sauf que depuis sa retraite, Jack n'arrivait pas à oublier les détails. Certaines choses n'avaient jamais collé. Et la conviction inébranlable de Nathan au fil des ans avait fini par gratter la surface de ses certitudes. Pendant 5 ans, la vie de Nathan se réduisit à une cellule de 8 mètres carrés. Mur en béton, lit étroit, toilette d'acier, une fente de lumière en guise de fenêtre. Réveillé chaque jour à 5 heures, petit déjeuner insipide glissé par la porte, 1 heure de sortie dans une cage grillagée qu'ils osaient appeler cours d'exercice. Il y faisait des pompes, des abdos, tournait en rond comme un lion usé. Les moqueries des gardiens s'étaient tues avec le temps.
Il n'était plus une cible, juste un fantôme qui attendait la fin. Le soir, allongé sur le matelas trop fin, il caressait dans sa mémoire le pelage de Duke. Il se souvenait du chien sautant sur le lit, contre les règles, de ses yeux pleins de vie, de ses aboiements joyeux à son retour du travail. Ses souvenirs le tenaient debout bien plus que les sermons du chapelain de la prison. Son avocat, un commis d'office nommé Martin Ellis, venait chaque mardi. Un homme fatigué, usé, dont la mallette semblait se vider un peu plus à chaque visite. Le dossier tient toujours, Nathan, avait-il dit lors de leur dernière entrevue. Il nous faut quelque chose de nouveau. Un élément majeur, sinon, ils iront jusqu'au bout. Nathan savait. Il comptait les jours. Le courrier officiel arriva un jeudi. Le gardien avait l'air presque gêné en lui glissant l'enveloppe sous la porte. Date d'exécution fixée, 19 juin, 3 semaines avant le néant. Cette nuit-là, Nathan rêva de Duke courant à travers un champ de hautes herbes, se retournant pour l'attendre, comme toujours. Lorsqu'il se réveilla, ses joues étaient de mouillées. Il comprit qu'il ne le reverrait jamais, à moins que... Le lendemain matin, dans le bureau du directeur du pénitencier de Greyridge, les stores vénitiens laissaient filtrer une lumière dorée et crue. Dr Alan Prescott, un homme au visage buriné par 15 années passées à gérer la mort avec méthode, retirait ses lunettes pour se frotter l'arête du nez. Devant lui, le dossier de Nathan Carter, ouvert sur son ultime demande officielle, voir son chien avant l'exécution. Une ligne unique mais qui pesait plus lourd qu'aucune autre. Un chien, murmura Prescott à voix basse, presque pour lui-même. Il avait vu passer des requêtes étranges, des repas absurdes, des confessions improvisées, des citations bibliques en lettres capitales, mais jamais celle-là. Debout près de la fenêtre, la sous-directrice du centre, Karen Morales, bras croisés, fronçait les sourcils. Ce n'est pas réglementaire. On ne fait pas entrer des animaux, surtout pas le jour de l'exécution. Protocole, sécurité, procédure stricte. Prescott leva la main. C'est un chien Morales, pas une arme. Elle rétorqua aussitôt, ce n'est pas une question de menace. C'est une question d'organisation. Où se ferait cette rencontre? Combien de temps? Qui serait responsable de l'animal dans l'enceinte? Le directeur garda le silence un instant, le regard perdu sur le nom de Nathan. Un détenu exemplaire. Jamais un mot plus haut que l'autre. Jamais une altercation. Toujours ce calme résigné, mais digne. Contactez le parquet, finit-il par dire. S'ils acceptent, on accorde la visite. La réponse ne tarda pas. Du bout du fil, la procureure en chef Margaret Vance s'y opposa fermement. Hors de question. Carter a poignardé Daniel Holloway à 7 reprises. Ce chien n'est qu'un prétexte pour retarder l'inévitable. Prescott pinça les lèvres. Margaret, il va mourir dans quelques jours. Un dernier moment d'humanité ne nous coûtera rien. La voix de Vance se durcit. Ce n'est pas à nous de faire preuve de compassion. C'est à la justice de rendre un verdict. Et elle l'a déjà fait. Après plusieurs échanges tendus, un compromis fut trouvé. Carter aurait droit à une visite exceptionnelle de 15 minutes avec le chien, dans une salle sécurisée sous supervision directe d'un assistant du procureur. Aucun retard sur l'exécution ne serait toléré. L'approbation arriva sous forme d'un document signé. Et lorsqu'on informa Nathan de la décision, quelque chose changea dans son visage. Pour la première fois depuis des années, ses lèvres esquissèrent un sourire. « Merci », souffla-t-il. Elle s'appelle Sarah Morgan. C'est elle qui s'occupe de Duke depuis mon arrestation. Le gardien hocha la tête. Quelqu'un la contactera demain matin à 8h, 15 minutes, pas plus. Une fois seul dans sa cellule, Nathan se rassit lentement sur sa couchette, les mains tremblantes. Une dernière chance, une dernière étincelle de ce qui avait autrefois constitué sa vie. Revoir Duke, le toucher, plonger dans ce regard qui n'avait jamais douté de lui. Peut-être durant ces 15 minutes, pourrait-il connaître une forme de paix. À plusieurs kilomètres de là, dans un petit appartement en rez-de-jardin à Claybridge, Sarah Morgan fut réveillée en sursaut par la sonnerie stridente de son téléphone. Encore ensommeillée, elle tâtonna sur la table de nuit, renversant une boîte de médicaments avant d'attraper son portable. 6h47. « Allô ?» murmura-t-elle d'une voix enrouée par le sommeil et les traitements. « Madame Morgan ? Ici le centre correctionnel de Greyridge. C'est au sujet de Nathan Carter. » Sarah se redressa d'un coup, les yeux désormais bien ouverts. Elle avait vu passer la date dans le journal local, mais l'entendre officiellement, c'était brutal. Il a demandé à voir son chien Duke en guise de dernière volonté. « Pourriez-vous l'amener à la prison ce matin pour une visite supervisée à 8h ?»« Oui, bien sûr, » répondit-elle sans réfléchir. Une fois l'appel terminé, elle posa le téléphone, inspira profondément, puis appela doucement. « Duke, viens mon grand. »
Habituellement, le bruit de sa voix provoquait un fracas de pattes sur le parquet. Mais ce matin-là, l'appartement resta silencieux. Sarah fronça les sourcils, elle se leva, une douleur sourde dans les os, l'accompagnant à chaque pas, et vérifia le coin de la chambre. Le coussin de Duke était vide. Elle parcourut ensuite le salon, la cuisine, la salle de bain. Rien. Le chien était introuvable. Son esprit remonta à la promenade de la veille au soir, leur trajet habituel, le long du parc Riverside près du fleuve. Elle se souvint d'un homme en veste sombre, assis sur un banc. Il l'avait fixé, mais elle avait chassé l'idée de sa tête. L'effet des traitements la rendait parfois paranoïaque. Pourtant, en arrivant sur le petit patio attenant à son appartement, son cœur se serra. Le portillon était entrouvert, la chaîne de sécurité cassée, et sur le sol, le collier de Duke en lambeaux. La panique monta aussitôt. Elle attrapa son téléphone et composa un numéro qu'elle n'avait pas utilisé depuis presque 1 an. « Jack, c'est Sarah. J'ai besoin de ton aide, c'est au sujet du chien de Nathan. » Jack Monroe était en train de finir son café du matin quand il reçut l'appel. Ancien inspecteur de la criminelle, retraité depuis 3 ans, il avait gardé ses habitudes. Levé à 5h30, lecture du journal à 6h30 et un œil toujours vigilant sur les bruits de la ville. La voix de Sarah le ramena instantanément dans le feu de l'action. « Calme-toi, dis-moi exactement quand tu as vu Duke pour la dernière fois. »« Hier soir, vers 22h30. On a marché près du fleuve puis on est rentré. Il était là quand je me suis couché, mais ce matin, sa voix se brisa. « Jack, Nathan va être exécuté aujourd'hui. Sa seule demande, c'était de voir Duke. Si je ne le retrouve pas, il mourra sans même ça. » Jack ne posa plus de questions. Il enfila sa veste et quitta la maison en urgence. Alors qu'il roulait vers l'appartement de Sarah, une pensée le hantait. Ce n'était pas un simple hasard. 5 ans sans le moindre incident, et le chien disparaît précisément la veille de l'exécution. Son instinct d'enquêteur, que la retraite n'avait pas éteint, lui hurlait qu'il y avait là quelque chose de délibéré. Et il comptait bien découvrir quoi. Lorsque Jack arriva chez Sarah, elle était déjà dehors, emmitouflée dans un manteau trop fin pour la fraîcheur du matin. Son regard balayait la rue avec une intensité fébrile, comme si Duke allait soudain surgir d'une ruelle. Jack sortit de sa voiture sans un mot, s'approcha d'elle et lui posa doucement une main sur l'épaule. « Tu tiens le coup ?» Elle hocha la tête sans grande conviction, puis le conduisit jusqu'au portillon cassé. Jack s'agenouilla, inspecta la chaîne, le loquet brisé et les marques laissées dans la terre humide. « Il s'est pas enfui tout seul, murmura-t-il. Quelqu'un l'a emmené ?» Sarah l'observa, les bras croisés contre sa poitrine. « Pourquoi voler un vieux chien? Il ne mord pas? Il n'aboie pas ?» Jack se releva lentement, son regard se durcissant. Peut-être que ce chien a vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû. La phrase resta suspendue dans l'air froid du matin, lourde de sens. Il demanda aussitôt à Sarah de lui montrer toutes les affaires de Duke. Jouets, gamelles, coussins, colliers de rechange, et c'est en soulevant un vieux harnais usé qu'il aperçut un petit boîtier noir à moitié fondu. Il le retourna, fronça les sourcils. « C'est quoi ça ?» Sarah s'approche. « Je ne l'ai jamais vu ?» Jack observe de plus près. Ce n'était pas un mouchard classique, plutôt un dispositif de type clé USB, dissimulé dans la doublure du harnais. Il le glissa dans sa poche. « Je vais faire examiner ça. En attendant, appelle les refuges, les vétérinaires, les fourrières, tout. On doit retrouver ce chien. » Pendant ce temps, dans une pièce blanche et nue du pénitencier de Grey Ridge, Nathan Carter patientait seul. Ses mains jointes posées sur ses genoux, il fixait la porte, espérant chaque seconde voir entrer Duke, langue pendante et queue battante. Mais l'heure tourna. 15 minutes devinrent 20 puis 30. À 8h40, le gardien revint, la mine grave. « Désolé, il ne viendra pas. » Nathan ferma les yeux. Il inspira longuement. Une douleur sourde, différente de celle qu'il avait connue, lui transperça la poitrine. Pas de colère, juste une forme d'extinction intérieure, comme si tout devenait soudain plus froid, plus lointain. « Merci d'avoir essayé », murmura-t-il simplement. Ce que Nathan ignorait, c'est que, pendant qu'il attendait en vain, Jack Monroe venait de connecter la mystérieuse clé USB à son vieil ordinateur portable. L'écran s'alluma aussitôt, affichant d'un unique dossier « Système Phoenix ». Intrigué, Jack cliqua. À l'intérieur, plusieurs fichiers PDF, 2 fichiers audio et une vidéo. Il lança cette dernière. L'image était floue, captée d'une caméra de sécurité dissimulée. Mais ce qu'il vit lui glaça le sang. Dans une salle de réunion luxueuse, Daniel Holloway était bien vivant. La vidéo datait de 2 jours avant sa supposée mort. Il y parlait avec quelqu'un hors champ, mais ce que l'on entendait était sans équivoque.
Si je parle, Lucas tombe avec moi. On couvre ça et on efface les traces. Tu me dois ça, tu le sais. Puis quelques secondes plus tard, un plan sur Lucas lui-même, visage fermé, répondant. Alors, ne me force pas à faire un choix que je regretterai. Jack recula d'un bond. Il se frotta le visage, tremblant. Cette vidéo n'avait jamais été utilisée au procès. Elle remettait en cause toute la version officielle. Pourquoi? Comment? Il lança ensuite les fichiers audio. Dans l'un, on entendait un enregistrement téléphonique, Lucas Holloway en train de menacer un employé de la société, l'enjoignant à falsifier des données comptables. Dans l'autre, un fragment de conversation avec un homme qu'il reconnaissait à sa voix, le procureur adjoint Warren Dix. Tant que le chien reste hors du tableau, l'affaire est bouclée. Personne ne cherchera plus loin. Jack resta figé. Tout s'emboîtait. Il comprit alors, la clé avait été dissimulée sur Duke à l'insu de tous, probablement par Daniel lui-même. Et ce chien, considéré comme un simple compagnon, était devenu le porteur d'un secret mortel. Ce n'était pas une disparition. C'était une opération d'effacement. Quelqu'un voulait que cette preuve disparaisse pour de bon. Il appela Sarah sans attendre. « Écoute-moi bien, ce n'est pas juste un vol, c'est une conspiration. On a les preuves. Il faut qu'on trouve un moyen de les faire parvenir au bon endroit, et vite. » Sarah, au bout du fil, peinait à suivre. « Tu veux dire que Nathan est vraiment innocent ?» « Plus que ça, répondit Jack. Il est un pion dans une histoire bien plus vaste. Et s'il meurt, ils s'en sortiront tous. » Ce même matin, dans une demeure cossue en périphérie de Coral Haven, Lucas Holloway observait les actualités en sirotant son café. Le bandeau défilait en bas de l'écran, dernière volonté refusée, l'homme condamné pour le meurtre de Holloway privé de la visite de son chien. Un sourire étira lentement ses lèvres. « Trop tard pour les regrets », murmura-t-il. Il se leva, attrapa son téléphone et appela un numéro masqué. « Le fichier est hors d'état ?» demanda-t-il. Une voix grave répondit « Il n'était pas sur le chien. On l'a fouillé. Rien trouvé. » Lucas pâlit légèrement. « Alors il est encore quelque part. Trouvez-le. Et terminez le travail. » Le ciel au-dessus de Claybridge se couvrait de nuages lourds lorsque Jack Monroe s'arrêta devant le petit bureau miteux de Curtis Lang, un ancien technicien informatique du département de police. Curtis, la trentaine mal rasée, vivait désormais de réparations au noir et de piratage discret pour quelques amis. Jack frappa 3 coups brefs comme à l'époque et Curtis entr'ouvrit la porte. « Jack, t'es pas censé être en Floride à pêcher la truite ou je sais pas quoi ?» Jack entra sans attendre, tendit la clé USB. « Je veux que tu fasses d'une copie complète. Chiffre-la. Et si je me fais ramasser, tu balances le tout à un contact que je vais te donner. » Curtis blêmit en voyant le nom du dossier sur l'écran. « Phoenix? Jack? Tu sais à qui t'as mis les doigts dans le cambouis ?» Le vieux flic le fixa droit dans les yeux. « Si tu savais ce que contient ce dossier, tu serais déjà en train de le dupliquer sans poser de questions. » 30 minutes plus tard, Jack repartit avec 2 copies. Une sur clé USB, une autre hébergée dans un serveur offshore crypté. Curtis lui tendit aussi un petit médaillon. « Disque dur externe format bijou, cache-le bien. T'as 24 heures avant qu'ils sentent qu'on a touché à leur jouet. » Pendant ce temps, dans sa cellule, Nathan vivait ce qui ressemblait à la fin de tout. Depuis l'annonce de la disparition de Duke, quelque chose s'était éteint en lui. Plus aucun recours, plus de visites, plus rien à quoi s'accrocher. Il avait passé l'après-midi à fixer les murs, les pensées embrouillées. À l'aumônier venu lui parler, il n'avait répondu que par un hochement de tête. Le temps semblait se figer puis s'accélérer sans logique, jusqu'à ce que, vers 21h, on frappe à sa porte. Un gardien entr'ouvrit la trappe. « Tu as une visite imprévue ?» Nathan fronça les sourcils. À cette heure-ci, le gardien ouvrit la porte. Derrière lui, dans le couloir, se tenait Sarah, fatiguée mais droite, et dans ses bras, le harnais vide de Duke. Son regard parlait pour elle. « On va le retrouver », dit-elle simplement. Elle s'assit de l'autre côté de la vitre blindée. Un téléphone accroché au mur leur permettait de se parler. Nathan le décrocha les mains tremblantes. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Elle répondit d'une voix douce. Jack a retrouvé quelque chose. Un fichier dans le harnais de Duke. Des preuves. Sur Daniel, sur Lucas. Peut-être de quoi te sortir de là. Le regard de Nathan se troubla. Il semblait ne pas oser espérer. « Sarah, pourquoi t'es revenue ?» Elle détourna les yeux. « Parce que j'ai été lâche. Parce que j'aurais dû me battre pour toi dès le premier jour. Et parce que ce chien n'a jamais arrêté de t'attendre. » Un silence ému s'installa. Puis elle ajouta, plus bas, « Il savent qu'on cherche, on a peu de temps. Jack veut tenter quelque chose, il pense que Duke n'est pas loin, qu'il a été emmené mais pas éliminé, trop de témoins, trop risqué. » Nathan serra le combiné. « Alors il faut le retrouver, c'est notre seule chance. »
À minuit passé, une camionnette sans plaque s'arrêta dans une ruelle derrière un ancien entrepôt désaffecté. Un homme descendit, costaud, crâne rasé, veste militaire sans insigne. Il ouvrit la porte arrière. Duke, attaché à une cage renforcée, grogna faiblement. L'homme haussa les épaules. « Désolé mon pote, ordre !» Il attrapa une seringue s'apprêtant à l'endormir. Mais au même moment, deux faisceaux lumineux surgirent de la pénombre. Une voiture banalisée s'était garée à une trentaine de mètres, ses phares balayant la scène. Jack Monroe en descendit, suivi d'un policier municipal qui l'avait convaincu de l'aider en secret. « Lâchez cette seringue !» cria Jack. L'homme se figea surpris. Puis il jeta la seringue au sol et leva les mains. « J'ai pas été payé pour mourir. Prenez-le, le Klebs !» Et il s'éloigna sans un mot de plus. Jack ouvrit la cage. Duke gémit, recula d'abord, puis le reconnut. Son regard s'éclaira. Il bondit hors de la cage, grognant faiblement, affaibli mais vivant. Jack le caressa doucement. « T'es un bon chien, mon vieux ? On va te ramener à la maison. » Le lendemain matin, les journaux titraient déjà sur une mystérieuse opération policière avortée. Jack et Sarah, quant à eux, se retrouvèrent dans le salon de Curtis pour une réunion improvisée. Le chien, couché à leurs pieds, semblait avoir repris un peu de force. Jack lança la vidéo devant eux. Sarah, en la voyant, se couvrit la bouche de stupeur. « Mon Dieu, ce n'est que le début », répondit Jack. « On a tout, enregistrement, transfert bancaire, témoignage, mais il faut quelqu'un de plus haut placé pour prendre ça au sérieux. Et pas dans l'État. Vance et Dix sont compromis. Ils ont verrouillé tout le circuit judiciaire local. » Sarah réfléchit, puis reprit « Je connais quelqu'un, un ancien collègue du centre vétérinaire. Il travaille maintenant comme assistant médical personnel pour une députée fédérale. Une femme droite, incorruptible. Si on parvient à la voir, à lui transmettre les preuves, elle pourrait déclencher une réouverture de dossier. Peut-être même une enquête fédérale. » Jack acquiesça. « Alors c'est notre seule chance. » Et pendant ce temps, Nathan Carter, seul dans sa cellule, écrivait une lettre. À Sarah, à Jack, à Duke. Il ne savait pas s'il la posterait. Il écrivait pour tenir, pour ne pas céder. Il ne savait pas encore que dehors, contre toute attente, la vérité commençait à gronder, et qu'une tempête approchait, bien plus forte que les barreaux qui le retenaient. À 6 heures du matin, le téléphone personnel de la députée fédérale Madison Rourke vibra sur sa table de chevet. Ancienne avocate des droits civiques, elle avait l'habitude des appels urgents, mais celui-ci lui sembla différent dès les premiers mots. « Madame Rourke, ici Jérémy Lasker, je suis l'assistant de docteur Sarah Morgan. Elle détient des preuves concernant un détenu condamné à mort à tort. Il ne reste que 2 jours, et ces preuves pourraient concerner aussi le bureau du procureur. » Elle se redressa immédiatement. « Vous avez quelque chose à me montrer ?» La réponse fut brève. Une clé USB, une vidéo, et le nom de Lucas Holloway. Un silence, puis la voix de la députée plus ferme. « Envoyez-moi une adresse, je vous retrouve dans 2 heures. » Dans un hôtel discret à la périphérie de Coral Haven, Sarah, Jack et Duke attendaient dans une chambre aux rideaux tirés. Quand Madison Rourke entra, entourée de 2 collaborateurs de confiance, elle reconnut immédiatement la tension dans la pièce. Jack tendit la clé. « Tout ce que vous devez savoir est là ?» Madison visionna les images en silence. À mesure que les visages familiers apparaissaient à l'écran, Daniel Holloway, Lucas, puis ce fameux procureur adjoint Dix, son expression devint de plus en plus grave. « C'est explosif !» Jack acquiesça. « Et pourtant, tout a été étouffé. Nathan Carter est innocent, mais s'il est exécuté dans 2 jours, ces hommes seront libres à jamais. » La députée ferma les yeux une seconde, puis saisit son téléphone. Elle appela le bureau du ministère de la Justice. « Ici, Madison Rourke. J'invoque l'article 4.12 sur l'obstruction judiciaire. Je demande un gel immédiat de l'exécution du détenu Carter. Je vous transfère une vidéo classée prioritaire. » Elle coupa l'appel, se tourna vers eux. « Maintenant, prions pour que quelqu'un là-haut ait encore un peu de conscience. » À Grey Ridge, Nathan venait de recevoir son dernier repas. Un plateau tiède, posé avec une distance mécanique par un gardien gêné. Il n'avait rien demandé de spécial. Juste du pain, un peu de viande et du thé. Il ne voulait pas de spectacle. Il n'en avait jamais voulu. À 18h30, l'aumônier entra, un petit carnet à la main. « Ils attendent votre déclaration. Quelques mots ? Pour la fin. » Nathan hésita, puis se leva. Il regarda l'homme dans les yeux. « Dites-leur que je ne suis pas mort pour rien. Que si quelqu'un m'a écouté, alors ça valait la peine. » Mais à 19h03, une alarme retentit. Pas une alarme de sécurité. Une ligne téléphonique d'urgence clignota dans la salle d'exécution. Dr Prescott décrocha. « Ici le directeur. »
Une voix bureaucratique, précipitée, lui répondit « Ordre officiel du ministère de la Justice. L'exécution de Nathan Carter est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Revue fédérale enclenchée, ne procédez pas. » Il resta silencieux un instant, puis tourna lentement la tête vers son équipe. « Annulé, sortez-le de là. » La nouvelle se répandit à la vitesse d'un éclair. Les journaux en ligne firent éclater l'alerte. Exécution stoppée en urgence après découverte de nouvelles preuves. Lucas Holloway, en pleine réception de gala, manqua de s'étouffer en lisant le bandeau rouge défilant sur son téléphone. Il se leva, attrapa son manteau et quitta la salle sous les regards inquiets de ses partenaires financiers. Dans sa voiture, il composa le numéro de Dix. « Qu'est-ce qui s'est passé, bordel ?» Dix, de son côté, était déjà en train de vider son bureau. Il savait que la vague était en train de les engloutir. Ils ont eu la clé, et le chien. Je ne sais pas comment, mais ils ont tout. Lucas tapa du poing contre le volant. On peut encore retourner la situation. Dis-moi qu'on peut encore... Mais la ligne se coupa net. Dix avait déjà jeté son téléphone dans un égout. Au petit matin, Sarah, Jack et Duke furent escortés sous haute sécurité jusqu'au bâtiment fédéral de New Liberty, à 3 heures de route. Là-bas, Madison les attendait, les traits tirés mais le regard déterminé. Elle leur tendit une feuille, une convocation officielle devant un tribunal fédéral exceptionnel ouvert dès le lendemain. Vous allez témoigner, les preuves ont été validées, et Nathan Carter va être libéré. Sarah sentit ses jambes flancher. Jack la rattrapa. C'est pas encore fini, mais on y arrive. Dans un box sécurisé, Duke releva la tête. Ses oreilles se dressèrent. Il avait senti quelque chose, un changement, comme si d'un coup, le monde redevenait à sa place. Pendant ce temps, dans sa cellule, Nathan n'avait pas encore été informé. On lui avait seulement dit « Le directeur veut vous voir ». Escorté jusqu'à son bureau, il entra, les menottes toujours au poignet. Dr Prescott se leva, lui tendit la main. « Vous êtes libre, monsieur Carter. » Nathan le fixa, figé, comme s'il ne comprenait pas. Puis ses genoux fléchirent légèrement. Il posa une main contre le mur pour se retenir. « Pardon ?» Le directeur sourit faiblement. « Le ministère a reconnu une erreur. Grâce à de nouvelles preuves, des gens se sont battus pour vous. » Et au moment même où il ressortait par la grande porte du pénitencier de Grey Ridge, le ciel s'ouvrit. La pluie se mit à tomber, doucement, comme une délivrance. Sur le trottoir, Sarah attendait. Et à côté d'elle, Duke en laisse. Quand il aperçut Nathan, il se jeta vers lui en aboyant de joie, les pattes bondissant dans la flaque. Nathan s'agenouilla, l'étreignit sans mots, le chien enfouit sa tête dans son cou. Et dans ce geste-là, il n'y avait plus besoin de mots, il était libre, grâce à lui. Nathan Carter avançait lentement sur les marches du tribunal fédéral de New Liberty. Costume prêté, cheveux à peine coiffés, traits creusés par les années passées derrière les barreaux, mais dans son regard, une clarté nouvelle. À ses côtés, Sarah lui tenait doucement le bras, comme pour le soutenir dans cette marche symbolique. Un symbole de justice retrouvée. Devant les caméras, les micros tendus, il ne dit rien, pas encore. Seule la présence de Duke, fidèle à ses pieds, suffisait à raconter ce que les mots ne pouvaient plus contenir. À l'intérieur, la salle d'audience était bondée. Journalistes, avocats, représentants du ministère, agents de sécurité. Sur le banc des témoins, Jack Monroe attendait son tour. La juge fédérale, Madame Eloise Hartman, une femme réputée pour son intransigeance face aux abus de pouvoir, entra et déclara l'audience ouverte. Nous examinons aujourd'hui la réouverture du dossier Carter contre l'État de Floribama, à la lumière de nouveaux éléments fournis au gouvernement fédéral. Les premières vidéos furent projetées. Le silence dans la salle était total lorsque les images de Lucas Holloway menaçant Daniel furent diffusées. Puis les extraits audio, la voix de Lucas reconnaissable disant « On efface les traces, le chien ne doit jamais être retrouvé ». Un frisson parcourut l'auditoire. Jack, appelé à témoigner, raconta tout. Comment il avait récupéré le fichier, les obstacles, les menaces, la fuite, la récupération de Duke. La juge Hartman le remercia, puis fit entrer un autre témoin surprise, Curtis Lang. Celui-ci confirma l'authenticité des fichiers, leur origine, leur date. Rien de falsifié, rien d'inventé, tout concorde. Puis ce fut au tour de Sarah. Elle raconta ses années d'absence, ses doutes, ses retrouvailles avec Duke et son engagement pour que la vérité sorte. Quand elle évoqua la solitude de Nathan, la salle fut prise d'un silence chargé. Même la juge dut détourner brièvement le regard. Enfin Nathan fut appelé. Il marcha lentement jusqu'à la barre, la juge le fixa. « Vous avez le droit de garder le silence, monsieur Carter, mais si vous souhaitez vous exprimer,
Il hocha la tête, se racla la gorge et parla. « Je ne suis pas là pour me plaindre. J'ai été brisé, humilié, oublié. Mais aujourd'hui, je me tiens devant vous pour une seule raison. Parce que quelqu'un a cru en moi. Un chien, une femme, un homme qui aurait pu tourner le dos. Et parce que malgré tout, je n'ai jamais cessé d'espérer. Même si ça me coûtait. » Sa voix trembla légèrement. « La prison m'a pris 17 ans de vie. Mais elle n'a pas pris ma vérité. » Un silence suivi d'applaudissements étouffés. La juge leva la main. « Silence, s'il vous plaît. » Puis elle se tourna vers l'assistance. « Je prends acte que les preuves présentées confirment que M. Carter a été victime d'un complot criminel impliquant des membres du parquet, des responsables politiques et le plaignant déclaré décédé, lequel, selon nos dernières informations, serait toujours vivant. » Des murmures éclatèrent dans la salle. La juge frappa du marteau. « À ce titre, je prononce la révocation immédiate de la condamnation à mort de Nathan Carter. Et j'ordonne une enquête fédérale sur les agissements du procureur adjoint Dix, de M. Holloway et de toute personne associée. » Sarah éclata en larmes. Jack ferma les yeux, comme si une tension de 17 ans venait enfin de se relâcher. Et Duke, couché au pied de la barre, leva la tête et poussa un léger jappement, comme s'il sentait, lui aussi, que quelque chose avait changé à jamais. Mais tandis que la salle d'audience se vidait lentement, quelque part à l'autre bout de l'État, dans une villa luxueuse en bord de mer, Lucas Holloway regardait ces images sur sa télévision. Il savait que la partie était en train de basculer. Il attrapa un passeport dans un tiroir, quelques liasses de billets, une arme, et il composa un numéro. « Il faut me faire sortir d'ici, ce soir, compris ?» Son interlocuteur hésita. « C'est trop tard, Lucas. Ils ont tout, même les comptes offshore. » Un silence pesant. Puis Lucas, calmement, « Alors je vais leur offrir un dernier acte, quelque chose qu'ils n'oublieront pas. » Le soir même, alors que Nathan s'apprêtait à quitter le bâtiment avec Sarah et Jacques, escortés par 2 agents fédéraux, un véhicule noir freina brutalement à une centaine de mètres. Les agents dégainèrent aussitôt. Jack cria « À couvert !» Mais une silhouette surgit. Lucas, armé, déterminé. Il visa directement Nathan. Avant qu'il n'appuie, un éclair brun bondit hors du véhicule. Duke. Il percuta Lucas de plein fouet. L'arme tomba au sol. Des coups furent tirés dans le vide. Les agents plaquèrent Lucas au sol. Duke, blessé à la patte, tremblait, mais restait debout. Nathan se jeta à genoux près de lui. « Non, non, tiens bon mon gars, tiens bon. » Sarah appela une ambulance. Jack enleva sa veste pour comprimer la plaie. Il respire, il tiendra. Il a déjà survécu à pire. Lucas, menotté au sol, fut traîné jusqu'à une voiture fédérale. Son regard croisa celui de Nathan puis celui du chien. Et pour la première fois, il détourna les yeux. À l'hôpital vétérinaire de Coral Haven, Duke fut opéré d'urgence. Balle extraite. Nerf touché mais pas rompu. Le vétérinaire sortit dans la salle d'attente où Nathan, encore secoué, attendait. Il va s'en sortir. Mais il aura besoin de repos et de beaucoup d'amour. Nathan sourit doucement. Ça, il en aura, jusqu'à la fin de ses jours. Et dans la nuit qui suivit, pour la première fois depuis 17 ans, Nathan Carter dormit dans un lit sans barreaux, aux côtés de Duke, allongé près de lui, ronflant doucement, comme si tout ce chaos n'avait été qu'un mauvais rêve. Mais dans leur silence respectif, chacun savait que quelque chose de plus grand venait de commencer. La justice avait triomphé, mais la cicatrice de l'injustice ne disparaît jamais tout à fait. Au matin suivant, la une du New Liberty Chronicle portait un titre aussi simple qu'implacable, « L'homme, le chien et la vérité ». Et en dessous la photo, Nathan Carter, en veste de flanelle grise, tenant Duke dans ses bras, tous deux à la sortie du tribunal, le soleil couchant derrière eux comme une rédemption visuelle. C'était devenu un symbole, une image virale. La presse, les réseaux, les talk-shows, tous avaient trouvé leur nouvelle histoire. Et pour une fois, ce n'était pas une tragédie mais une reconstruction. Mais pour Nathan, les jours qui suivirent furent une suite de paradoxes. Être libre, après 17 ans, n'avait rien d'évident. Chaque pas dehors lui semblait faux, chaque bruit trop fort, chaque lumière trop vive. Les gens le reconnaissaient dans la rue, certains l'embrassaient, d'autres pleuraient. On voulait son histoire, on voulait des interviews, des documentaires, des livres. Mais lui, il ne voulait que du silence. Et Duke. Sarah l'accueillit chez elle le temps qu'il trouve un endroit où vivre. Jack passait souvent à porter des plats à cuisiner ou juste un café. Curtis même vint un soir avec un vieil ordinateur portable remis à neuf. « Au cas où t'aurais envie d'écrire ta version », dit-il simplement.
Mais ce fut Duke qui devint la boussole. Blessé, convalescent, mais toujours alerte, il suivait Nathan dans chaque pièce, chaque instant. La nuit, il dormait contre son lit. Le jour, il posait sa tête sur ses genoux lorsque le passé remontait. Et parfois, juste parfois, Nathan parlait. « Tu te rappelles cette odeur de métal, dans le couloir, juste avant qu'on éteigne la lumière pour de bon? Je m'y suis habitué, tu sais. Mais toi, t'as jamais lâché. T'es resté fidèle, même quand je doutais de moi. » Un après-midi, alors que Sarah était au travail et que Jacques réparait une barrière dans le jardin, Nathan s'installa à l'ombre avec un carnet vierge. Il écrivit à tous ceux qu'on a oubliés, à ceux qu'on a enterrés vivants sous les mensonges, à ceux qui n'avaient que le silence pour se défendre. Cette histoire n'est pas seulement la mienne, elle était la vôtre. Pendant ce temps, la chute de Lucas Holloway provoquait des secousses bien au-delà de Coral Haven. Le ministère de la Justice annonça une enquête interne dans plusieurs juridictions de l'État. Le procureur Dix fut arrêté en tentant de fuir à bord d'un bateau privé. Daniel Holloway, autrefois présumé mort, fut localisé à Belize, vivant sous une fausse identité. Il fut extradé sous escorte armée. Et dans son premier témoignage, il déclara froidement « J'ai juste fait ce qu'on m'a demandé de faire. C'était eux ou moi ?» Les ramifications de l'affaire touchaient désormais jusqu'à la haute sphère du pouvoir économique. Des contrats frauduleux, des manipulations d'appels d'offres, des collusions entre juges et entreprises. Le nom de Holloway, autrefois synonyme de respectabilité, était devenu celui d'une conspiration institutionnalisée. Et à l'origine de sa chute, il n'y avait ni journaliste d'investigation, ni procureur zélé, mais un chien. Et un homme qu'on avait voulu faire taire. Une semaine plus tard, Sarah emmena Nathan et Duke à l'endroit qu'elle avait préparé en secret. Une petite maison en bordure de forêt, à quelques kilomètres de la ville. Rien de luxueux, mais avec un porche en bois, un jardin à l'abandon et une pièce vide qui attendait une bibliothèque. « Elle est à toi, dit-elle. J'ai demandé à ce que le titre soit transféré. Officiellement, c'est une donation. » Nathan n'en crut pas ses oreilles. « Sarah, tu ne peux pas !» Elle le coupa. « Je peux et je veux, tu as perdu 17 ans. Tu mérites un début. » Il se tourna vers elle, ses yeux brillaient, pas de larmes, juste cette gratitude nue, brûlante. « Alors je commencerai ici, avec lui, et peut-être un jour avec toi. » Duke s'éloigna un instant pour renifler les buissons, puis revint se coucher à leurs pieds. Le soleil descendait doucement derrière les pins. Le silence était bon, profond. Nathan leva les yeux. Pour la première fois depuis très longtemps, il n'avait plus peur de l'avenir. La fondation Justice pour les oubliés fut créée 2 mois plus tard sous l'impulsion de Madison Rourke. Elle fut inaugurée avec un discours de Nathan sobre mais puissant. Chaque erreur judiciaire est un cratère dans la conscience collective. Chaque jour en prison pour un innocent est une tache sur notre humanité. Mais parfois, un seul geste, une seule loyauté peut inverser le courant. À ses côtés, Duke portait un petit nœud noir autour du cou. Il fut officiellement reconnu comme chien témoin, un statut rarement accordé. Le gouverneur en personne lui remit une médaille d'honneur. Les enfants dans la foule criaient son nom. Mais lui, paisible comme toujours, n'attendait rien. Il avait retrouvé son humain. C'était tout ce qu'il voulait. Et un soir, alors que l'automne s'installait, Sarah et Nathan s'assirent côte à côte sur le vieux porche en bois. Ils regardaient Duke courir dans les feuilles. Nathan posa une main sur celle de Sarah. « Tu crois qu'un jour, on pourra dire que tout ça avait un sens ?» Elle sourit doucement. « Peut-être pas. Mais on pourra dire qu'on n'a pas laissé l'injustice gagner. » Et au fond du jardin, Duke aboya joyeusement, chassant une ombre imaginaire. Comme pour leur rappeler qu'au-delà de la douleur, il y avait encore de la lumière, et que parfois, pour sauver un homme, il suffit d'un chien qui refuse d'abandonner. Les semaines passèrent, et avec elles, le silence de la forêt qui entourait la maison devint une sorte de thérapie pour Nathan. Chaque matin, il se levait tôt, faisait chauffer du café dans une vieille cafetière cabossée et observait Duke depuis le porche. Le chien boitait encore légèrement, mais il reprenait lentement du poids, de la force et de l'assurance. Parfois, il s'arrêtait au milieu de la clairière, levait le museau vers le vent, comme s'il captait quelque chose au-delà de l'instant. Un instinct que Nathan ne remettait plus jamais en doute. Il avait trouvé une routine. Les matins avec Duke, les après-midi passés à écrire, aidé par Curtis, qui venait 2 fois par semaine pour transcrire les chapitres d'un livre naissant. Le titre provisoire, Le silence d'un chien. Il ne savait pas encore s'il irait au bout, mais ça l'aidait. À poser les souvenirs, à ne pas les laisser le consumer. Jack Monroe, de son côté, avait quitté la police. Il avait rendu son insigne quelques jours après la libération de Nathan, en silence, sans cérémonie.
Je suis resté trop longtemps dans une institution qui a préféré le confort au courage, avait-il simplement dit. Depuis, il s'était mis à travailler avec Sarah dans un programme de réintégration post-incarcération. Il aidait d'anciens détenus à retrouver un logement, un emploi, une identité. On ne guérit pas en criant justice. On guérit en construisant autre chose. Sarah, elle, s'était faite plus discrète, moins par distance que par pudeur. Elle avait retrouvé chez Nathan quelque chose qu'elle croyait perdu, le droit d'exister pour autre chose que son passé. Elle venait les week-ends, cuisinait, lisait avec lui sur le porche, parfois en silence. Et Duke, bien sûr, trônait au milieu, comme s'il avait été le garant silencieux de cette nouvelle stabilité. Mais tout cela prit une autre dimension le jour où Madison Rourke leur téléphona avec une voix plus grave que d'habitude. « Je voulais vous prévenir avant que ça n'apparaisse dans les journaux. Daniel Holloway a été retrouvé mort dans sa cellule. » Un silence. Officiellement, suicide. Mais vous connaissez l'histoire. Quand la vérité devient trop bruyante, certains essaient encore de l'enterrer. Nathan ne répondit pas tout de suite. Il regarda Duke, endormi à ses pieds. « Est-ce que ça change quelque chose ?» demanda-t-il enfin. « Non, dit Madison, mais ça nous rappelle pourquoi on doit continuer. » Elle marqua une pause, puis ajouta « Le Sénat ouvre une commission sur la corruption judiciaire. Ils veulent ce que vous témoignez. » Nathan resta figé. « Je n'ai plus envie de parler à ces gens. » Mais Sarah, debout près de lui, murmura doucement « Parle-leur, pas pour toi, pour les autres que personne ne croit encore. » 3 mois plus tard, dans une salle sobrement décorée du Capitole, Nathan Carter entra seul, sans avocat, sans discours préparé. Il n'avait que sa vérité. Et Duke, assis calmement à côté de lui, portait un harnais bleu avec un badge doré cousu dessus. Témoin spécial, commission fédérale. Les sénateurs lui posèrent des questions pendant plus d'1 heure. Sur l'affaire, sur le procès, sur les années d'incarcération, sur la clé USB, sur les noms, sur la fuite de Lucas Holloway. Nathan répondit, posément, sans colère. Il décrivit les humiliations, les nuits sans fin, le silence des murs, mais il parla surtout de Duke, de ce que cela faisait d'avoir été abandonné par tout le monde, sauf par un chien. À la fin, un sénateur plus âgé, la voix tremblante, demanda « Et aujourd'hui, monsieur Carter, qu'est-ce qui vous empêche de sombrer ?» Nathan le regarda droit dans les yeux. « Le fait que Duke se réveille chaque matin en me regardant comme si j'étais encore digne. Alors je fais en sorte de l'être ?» La salle se figea. Puis le sénateur conclut simplement « Je crois que ce que vous venez de dire vaut plus que tous les rapports que nous avons reçus. » À son retour, la petite maison de la forêt était calme. Sarah avait laissé un mot sur la table, soupe chaude sur le feu. Duke t'a attendu toute la journée. Il trouva le chien endormi sur le canapé, roulé comme un chiot malgré son âge. Nathan s'assit à côté de lui, lui caressa l'oreille, puis dit dans un murmure « Tu sais ce que tu as fait, hein? Tu n'as pas juste sauvé ma vie, tu m'as redonné une voix. » Duke remua légèrement la queue sans ouvrir les yeux. Au fil des mois, la maison devint un sanctuaire. Non pas un musée figé, mais un lieu vivant. D'anciens détenus y venaient parfois pour parler. Des enfants passaient avec leur classe dans le cadre d'un programme éducatif sur la justice et la loyauté. Nathan ne se voyait pas en modèle, mais Duke, lui, était devenu une légende vivante. Les écoles locales avaient même intégré son histoire dans leur programme de lecture. Et un jour, un vétéran de l'Air Force, venu en visite, se tint longuement devant Duke avant de dire « Vous savez, dans l'armée, on a un mot pour ça. Quand quelqu'un protège son frère d'armes coûte que coûte, on appelle ça l'honneur. Ce chien incarne mieux ce mot que beaucoup d'humains que j'ai connus. » Nathan, ému, ne répondit pas. Il se contenta d'attraper la médaille de Duke, suspendue au mur, et de la déposer dans les mains du visiteur. « Gardez-la. Racontez son histoire ailleurs. Il n'a pas besoin de trophée. Il a juste besoin de savoir qu'il n'a pas été oublié. » L'hiver s'installa doucement sur Coral Haven. La forêt autour de la maison se recouvrit de givre, et chaque matin le souffle de Duke formait de petits nuages devant sa truffe noire. Il vieillissait. Nathan le voyait, moins alerte, plus lent à se lever, parfois hésitant devant les escaliers. Mais son regard, lui, n'avait rien perdu. Il portait toujours cette flamme calme, cette certitude silencieuse, celle de ceux qui savent dire qu'ils ont accompli leur mission. Un matin, alors que la neige tombait légèrement, Sarah apporta une lettre. Elle la tendit à Nathan. L'enveloppe portait le sceau d'un établissement scolaire de l'État. Une institutrice a demandé si tu accepterais de venir lire un extrait de ton livre à ses élèves. Ils étudient ton histoire cette semaine. Il hésita, longtemps. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Mais Sarah lui prit la main. Ils ont besoin d'entendre ta voix, pas juste lire des pages.
Quelques jours plus tard, dans une salle de classe, au mur couvert de dessins colorés représentant Duke en cape de super-héros, Nathan entra avec lenteur. À ses côtés, Duke portait un manteau gris, doublé, offert par les élèves eux-mêmes. Il l'avait baptisé « cape de bravoure ». Les enfants restèrent silencieux lorsqu'il s'assit. Puis, doucement, Nathan ouvrit le livre. Il lut quelques lignes, parla de son passé sans s'attarder sur les ténèbres et raconta surtout comment un chien avait refusé de le croire coupable, même quand le monde entier l'avait fait. À la fin, une petite fille leva la main. « Monsieur Carter, est-ce que Duke sait qu'il est un héros ?» Il sourit. « Je crois qu'il le sait. Mais il ne s'en soucie pas. Il voulait juste que je rentre à la maison. » Un petit garçon approcha timidement. Il tendit à Duke un dessin, une maison, un homme, un chien et un grand soleil. « C'est pour lui. Parce qu'il m'a appris qu'on ne doit jamais abandonner quelqu'un. » Nathan, la gorge serrée, posa une main sur l'épaule de l'enfant. « Merci. C'est exactement ce qu'il voulait que tu comprennes. » Les mois suivants furent doux, mais marqués par cette mélancolie propre aux choses précieuses qu'on sent fragiles. Duke passait de longues heures à dormir au soleil. Il ne jouait presque plus. Son appétit diminuait. Nathan l'accompagnait dans cette transition avec une tendresse infinie. Il le brossait chaque soir, parlait avec lui comme à un vieil ami. Un soir d'avril, alors que le crépuscule baignait la forêt d'une lumière orange, Nathan sentit que quelque chose changeait. Duke était allongé sur le vieux tapis du salon. Il leva les yeux vers lui, puis vers Sarah, puis poussa un soupir long et paisible. Nathan s'agenouilla, posa sa tête contre son flanc. « Tu peux te reposer, mon frère, tu m'as ramené à la vie. Je vais m'occuper de la suite. » Duke ferma les yeux. Et sans douleur, sans bruit, il s'éteignit dans les bras de celui qui l'avait sauvé. Sarah éclata en larmes. Nathan ne bougea pas. Il resta là, longtemps, à caresser le pelage encore tiède. Le silence dans la maison était total. Mais dans ce silence, il y avait de la paix. Une paix absolue. Celle qu'on offre en retour d'un amour sans condition. La cérémonie fut simple, intime. Juste quelques proches, une boîte en bois clair, une photo encadrée et un arbre planté dans la clairière, là où Duke aimait se coucher. Nathan grava lui-même une plaque de bronze. Duke, celui qui a vu au-delà des barreaux, celui qui a refusé d'oublier. Des enfants envoyèrent des dessins, des vétérinaires firent parvenir des lettres. Même l'ancien gouverneur écrivit quelques lignes. On honore souvent les hommes trop tard. Lui, on l'a reconnu à temps. Et on ne l'oubliera jamais. Jack, ce jour-là, lut une citation de Victor Hugo. « Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Et parfois, ceux qui aiment sans condition. » Il leva son verre. « À Duke, le seul chien que j'ai vu transformer la justice. » Nathan mit du temps à revenir à son carnet. Chaque page blanche lui rappelait l'absence. Mais un matin, en mai, il reprit la plume. Il ajouta un nouveau chapitre, le dernier. « Je n'écris pas ces mots pour raconter la fin. » Car il n'y a pas de fin à une loyauté comme celle de Duke. Il a traversé les ténèbres avec moi. Il m'a ramené vivant quand j'avais oublié comment l'être. Aujourd'hui, il court ailleurs, je le sais. Et quand je ferme les yeux, je l'entends encore, aboyer, rire, me ramener à la lumière. Ce chapitre fut publié intégralement dans le New Liberty Chronicle. Il devint viral. Et les messages affluèrent de partout, d'anciens détenus, de familles en quête de justice, de maîtres endeuillés. Tous voyaient dans l'histoire de Duke et Nathan une étincelle, une preuve que parfois l'amour dépasse la raison, et que la vérité peut porter 4 pattes, une truffe et une loyauté infinie. 1 an après sa libération, Nathan retourna sur le lieu de son incarcération. Il n'y entra pas. Il s'arrêta devant les grilles, regarda les murs, les caméras, les lignes froides du béton, et il posa une rose au sol. Pas pour lui. Pour tous ceux qui n'étaient jamais sortis. Pour ceux qui n'avaient pas eu de chien, pour les croire innocents. Puis il se retourna, le regard calme, et s'éloigna à pied, le soleil brillait sur sa nuque. Et dans sa poche, il tenait fermement le collier de Duke, qu'il gardait toujours avec lui. Parce qu'au fond, certaines présences ne nous quittent jamais. Elles marchent à nos côtés, invisibles, indestructibles, inoubliables. 3 mois après l'anniversaire de la libération de Nathan, une école vétérinaire de l'État de Providence organisa un séminaire spécial intitulé « Justice et fidélité, le rôle des chiens dans les parcours judiciaires ». L'invité principal n'était autre que Nathan Carter. Il arriva discret, vêtu simplement, et monta sur scène avec, à la main, le harnais de Duke. Il ne lut pas de discours. Il parla, avec ses mots et son silence. Ce harnais appartenait à un chien que vous ne rencontrerez jamais.
Mais il a changé le cours de plusieurs vies, pas en aboyant, pas en mordant, en étant là, en ne m'abandonnant jamais. Il a été plus qu'un compagnon. Il a été une preuve vivante de ce que l'humanité oublie parfois. La vérité ne meurt jamais quand elle est portée par l'amour. Les futurs vétérinaires, les juristes présents, les journalistes venus en curieux, tous restèrent silencieux un long moment après ces mots. Puis ils applaudirent, longuement, et certains pleuraient. Après cette conférence, Nathan reçut une proposition inattendue. Une maison d'édition voulait publier l'intégralité de ses carnets, avec des photos de Duke, des lettres qu'il avait reçues, des dessins d'enfants. Il hésita, puis accepta. Pas pour la gloire, mais pour que Duke continue d'exister dans les foyers de ceux qui avaient besoin de croire en quelque chose. Le livre sortit sous le titre « Le collier de Duke », et en quelques semaines, il devint un phénomène. Pas un best-seller tapageur, un ouvrage qu'on s'offrait, qu'on lisait à voix basse. Les critiques saluèrent l'humanité du récit, mais ce furent les lecteurs qui en parlèrent le mieux. « J'ai retrouvé foi en l'homme », écrivit une femme. « Ce chien m'a appris à ne plus avoir honte d'aimer sans condition », témoigna un ancien militaire. Et dans certaines prisons, le livre circula en photocopie, lu à voix haute dans les dortoirs. Un détenu de Grey Ridge écrivit même à Nathan « Je suis peut-être coupable, mais vous m'avez rappelé que même dans l'ombre, on peut encore aimer et être aimé. Merci pour Duke. » Sarah, de son côté, poursuivait ses combats dans l'ombre. Elle créa un programme de réinsertion canine pour les vétérans en partenariat avec la fondation de Madison Rourke. L'idée, permettre à des anciens militaires souffrant de stress post-traumatique de créer un lien avec des chiens abandonnés ou traumatisés eux aussi. Ils baptisèrent le projet Project Duke. Nathan en devint le parrain silencieux. Il n'assistait pas à tous les événements, mais il lisait chaque rapport, chaque fiche de chien adopté, chaque lettre de vétéran. Et parfois, il se rendait sur place, discrètement, pour observer. Un jour, il vit un homme, ancien sergent, éclater en larmes en sentant une patte se poser doucement sur sa cuisse. Le chien, une femelle husky au regard brisé, venait d'être rebaptisé Phoenix. À ce moment-là, Nathan sut que tout ce qu'il avait traversé avait laissé une empreinte. Un matin d'automne, alors que les feuilles jonchaient le sol et que la lumière dorée perçait à travers les branches, Nathan reçut une visite inattendue. Une femme, une trentaine d'années, s'approcha de la maison. Elle tenait un garçonnet de 5 ou 6 ans par la main. « Monsieur Carter, je suis Megan Holloway. » Le nom fit tressaillir Nathan, il resta figé. « Je suis la nièce de Lucas. Il est mort en détention. D'un cancer, paraît-il. » Elle sortit une petite boîte de son sac. Avant de partir, il a demandé à ce que ceci vous revienne. Il a dit que vous comprendriez. Nathan ouvrit la boîte. À l'intérieur, une bague, pas une alliance. Une chevalière en argent frappée d'un symbole, un loup, le même que sur l'uniforme que portait Daniel Holloway dans la vidéo corrompue de la clé USB. Un signe d'appartenance, une preuve, sans mots, qu'il savait. « Je ne viens pas demander pardon. Je viens pour que mon fils sache un jour que dans notre famille, quelqu'un a été du bon côté, même si ce n'était pas son père. » Nathan observe le garçon. Il tenait un petit jouet en plastique, un chien noir avec une étoile peinte sur le collier. Il se pencha vers lui. « Tu sais comment il s'appelle, ton chien ?» L'enfant hocha la tête. « Il s'appelle Duke. » Ce jour-là, Nathan comprit que le nom de Duke vivrait bien au-delà des souvenirs. Les années passèrent. La maison devint un lieu de passage, de mémoire, de guérison. Des plaques furent installées dans la clairière, une par nom. Chaque chien sauvé par Project Duke recevait une médaille. Chaque ancien détenu réhabilité plantait un arbre. Et parfois, on entendait dans le vent ce qui ressemblait à un aboiement lointain, un souffle, une fidélité éternelle. Nathan, désormais grisonnant, continuait d'écrire, de transmettre, et chaque soir, avant de dormir, il posait le collier de Duke sur la table de chevet, comme un rappel, un totem, parce qu'au-delà de la souffrance, au-delà des barreaux, au-delà des erreurs humaines, il restait ce lien, incassable, celui d'un chien, et d'un homme qu'il n'avait jamais abandonné. Le temps filait doucement dans la forêt de Coral Haven. Les saisons défilaient comme des chapitres silencieux, et avec elles, la mémoire de Duke se gravait un peu plus dans les lieux, dans les gestes, dans les voix de ceux qui venaient. La maison de Nathan n'était plus seulement un refuge, ni un sanctuaire. Elle était devenue une sorte de point d'ancrage, une balise pour tous ceux qui avaient connu la perte, l'injustice ou simplement l'oubli. Un jour de printemps, un petit garçon nommé Evan fut amené par sa grand-mère.
Il avait 8 ans, refusait de parler depuis des mois après la disparition brutale de ses parents dans un accident de voiture. Les services sociaux l'avaient inscrit au programme Project Duke, espérant qu'un contact animal pourrait l'aider. Nathan observe Evan s'asseoir sur la vieille balançoire en bois. Il ne parlait pas, ne levait pas les yeux. Il semblait absent. Mais un jeune chien, récemment sauvé d'un foyer violent, approcha lentement. Une femelle croisée labrador, aux yeux d'ambre, douce mais méfiante. Elle s'appelait Riley. Evan tendit la main. Riley hésita, puis la toucha du bout du museau. Et là, doucement, sans bruit, le garçon éclata en larmes. Ce fut la première fissure dans le mur. Et dans les semaines qui suivirent, Evan recommença à parler. Un mot ici, un autre là. Des dessins, des jeux, des rires timides, et toujours Riley à ses côtés. Comme si elle savait, comme si, quelque part, l'esprit de Duke l'avait guidé jusqu'à lui. Nathan s'attacha à ce petit. Il retrouvait dans ses silences ce qu'il avait lui-même traversé. Il lui donna un carnet. « Tu peux écrire ou dessiner dedans. Il t'appartient. » Et un jour, Evan lui montra une page. Dessin simple. Un homme, un chien, un garçon et une forêt. « C'est nous, dit-il. » Nathan sentit sa gorge se nouer. « Et comment tu appelles le chien ? Riley ? Mais parfois, j'aime l'appeler Duke 2, parce qu'elle me sauve comme le premier Duke t'a sauvé. » Ce jour-là, Nathan sut que l'histoire se perpétuait. Non comme une copie, mais comme une onde. Quelques mois plus tard, Sarah revint avec une idée. « Je veux créer un centre, un vrai. Pas juste des visites ponctuelles, un lieu d'accueil pour ceux que la société oublie, où les chiens et les humains se reconstruisent ensemble. » Elle avait déjà le nom, le refuge Duke, un ancien bâtiment agricole à l'abandon, non loin de la forêt, des hangars, des champs, un petit lac, le lieu idéal. Nathan hésita, puis posa sa main sur la sienne. On le fera ensemble. Ils lancèrent une campagne de financement. Les dons affluèrent, d'anciens détenus, des vétérans, des anonymes, même des célébrités touchées par le livre de Nathan. Le projet prit forme, lentement, solidement. Le jour de l'inauguration, 1 millier de personnes se pressèrent. Certaines venaient de l'autre bout du pays. Des familles, des éducateurs, des maîtres chiens, des enfants. Une fresque monumentale avait été peinte sur le mur principal du centre. Le portrait de Duke, debout sur une colline, le regard tourné vers l'horizon. En dessous, une phrase simple. Il n'a pas parlé, il a agi. Nathan prononça quelques mots. Pas un discours, un témoignage. Il parle de l'amour sans condition, de la seconde chance, du devoir de ne pas détourner le regard. Puis il conclut, « Le monde est plein de cages invisibles. Parfois, il suffit d'un être fidèle pour nous en sortir. Le refuge Duke n'est pas une fin, c'est un commencement. » La foule se leva, silencieuse, puis un enfant cria « Merci Duke !» et d'autres répétèrent. Ce fut spontané, sincère. Nathan, les yeux brillants, leva le collier de Duke au ciel. Les années suivantes, le centre devint un modèle national. Des antennes furent créées dans plusieurs États. On formait désormais des duos humains-chiens pour intervenir dans les écoles, les hôpitaux, les prisons. Le programme « Un pas, une patte » avait pour mission de reconstruire des vies 2 par 2. Nathan recevait des lettres chaque semaine, certaines lues à haute voix par Sarah, d'autres qu'il gardait pour lui. Et il continuait d'écrire, non plus pour raconter son histoire, mais pour recueillir celle des autres. Un jour, il reçut une vidéo d'un enfant du Dakota du Nord. On y voyait un petit garçon aveugle qui avançait dans un gymnase, guidé par une jeune chienne labrador. La voix du garçon disait « Je ne vois pas le monde, mais je le sens. Grâce à elle, comme Monsieur Carter avec Duke. » Ce fut l'un des rares moments où Nathan pleura sans retenue. Des larmes franches, des larmes de transmission, et dans tout cela, un rituel resta inchangé. Chaque 15 avril, à la date où Duke était entré pour la première fois dans la cellule de Nathan, une cérémonie silencieuse avait lieu dans la clairière. Pas d'éloge, pas de discours, juste un feu, un cercle. Et chacun récitait une phrase « Je me souviens de celui qui m'a ramené à la lumière ». Sarah, Jack, Curtis, Madison, les enfants d'hier, devenus adultes, tous revenaient. Certains avec leurs chiens, d'autres avec leurs cicatrices. Tous avec cette gratitude partagée comme un pacte invisible. Et Nathan, chaque année, posait une rose blanche au pied de l'arbre où Duke reposait. Il ne parlait pas, il regardait simplement le ciel. Puis, le cœur apaisé, il retournait à la maison, là où tout avait recommencé. Le refuge Duke avait maintenant 5 ans. Ce qui avait commencé comme une réponse à une injustice était devenu un écosystème vivant, un modèle cité dans les journaux, les conférences, les universités. Mais au-delà de sa notoriété, c'était ce qu'on y vivait qui comptait.
Ce qui ne s'écrivait pas dans les rapports, des regards échangés, des mains tremblantes posées sur des truffes humides, des silences habités, des liens qui renaissaient dans la boue d'un enclos ou sur les bancs d'un atelier. Un matin, une journaliste du New York Ledger, venue faire un reportage de fond sur les programmes de réinsertion, demanda à Nathan « Est-ce que vous vous êtes reconstruit grâce à Duke, ou est-ce Duke qui s'est reconstruit à travers vous ?» Il sourit. « On s'est reconstruit ensemble. Ce n'était pas un miracle. C'était une fidélité réciproque, une bataille quotidienne. » Elle lui demanda alors s'il accepterait qu'un film soit réalisé à partir de son histoire. Un long métrage, Hollywood, un grand studio, Nathan refusa poliment. Cette histoire n'est pas à vendre, elle est à transmettre. Mais quelques mois plus tard, un documentaire indépendant, tourné dans une sobriété absolue, fit son apparition sur les plateformes. Intitulé « Truffes et vérité », il racontait l'histoire de Duke et Nathan à travers les mots d'enfants, les gestes de vétérans, les silences des anciens détenus. Le documentaire fut nommé aux Awards. Mais surtout, il toucha. Partout. Dans les écoles, dans les foyers, dans les hôpitaux, on y voyait Nathan marcher dans la clairière, poser une main sur l'arbre de Duke et dire doucement « Tu n'étais qu'un chien, mais tu as été mon repère, mon juge, mon frère. » Dans les jours qui suivirent la diffusion, des milliers de messages affluèrent. Une mère raconta que son fils autiste avait prononcé ses premiers mots en regardant le film. Un policier avoua qu'il avait démissionné après avoir reconnu sa propre lâcheté dans les comportements dénoncés. Une petite ville de l'Ohio créa une journée annuelle appelée « Jour de la fidélité » en l'honneur de Duke. Nathan n'avait rien cherché de tout ça. Il avait juste raconté, vécu, tenu bon, mais le corps, lui, commençait à faiblir. Les années, la prison, l'usure. Un jour, en revenant d'une conférence à Albany, Nathan s'écroula sur le quai de la gare. Un infarctus. Sarah, prévenue d'urgence, arriva à l'hôpital juste avant qu'il ne perde connaissance. Il survécut, mais le médecin fut clair. « Il faut ralentir. Vous portez trop de monde sur vos épaules. » Nathan, alité, regardait le plafond blanc de la chambre. Il pensait à Duke. Au jour où lui aussi s'était affaissé sans lutte, comme s'il savait que le combat était terminé. « Tu crois qu'on sait quand c'est le moment ?» demanda-t-il à Sarah. Elle lui serra la main. « Je crois que toi, tu sauras. Mais ce jour-là, tu ne seras pas seul. » À sa sortie, Nathan délégua progressivement la direction du refuge à une nouvelle équipe, d'anciens bénéficiaires devenus éducateurs, des jeunes formés sur le tas. Une génération nouvelle. Il resta disponible, présent, mais en retrait. Moins de discours, plus de transmission. Un matin, Evan, le petit garçon silencieux de jadis, désormais adolescent, lui apporta un manuscrit. « J'ai écrit une histoire, c'est inspiré de toi et de Duke II. » Nathan lut et pleura. Pas de tristesse, d'admiration. Evan écrivait avec la même voix que lui autrefois. Simple, sincère, bouleversante. Puis vint le jour où Sarah entra dans le salon, les bras chargés d'une boîte. « C'est pour toi. » Nathan l'ouvrit. À l'intérieur, une plaque officielle signée par le gouverneur, reconnaissance pour service rendu à la nation. Nathan Carter pour avoir transformé l'injustice en espoir et fait de la fidélité un outil de rédemption. Elle contenait aussi une petite statuette en bronze, Duke, debout, digne, le regard tourné vers l'avant. Sur le socle, une seule inscription, toujours présent. Nathan ne dit rien. Il posa la statuette sur la cheminée, à côté du harnais, puis il allume une bougie, et dans le silence du soir, il ferma les yeux. Il entendait encore le bruit des pas de Duke, le frottement de ses griffes sur le sol, le souffle chaud contre sa main. Même en son absence, Duke restait là. Pas comme une ombre, comme une promesse. Le dernier hiver que Nathan passa dans la maison de Coral Haven fut particulièrement rude. La neige tomba tôt, recouvrant la clairière d'un manteau blanc silencieux. Le vent soufflait avec une intensité rare, mais à l'intérieur de la maison, le poêle diffusait une chaleur constante. Sur le rebord de la fenêtre, une photo de Duke en noir et blanc, encadrée de bois, veillait sur la pièce. Nathan écrivait encore, mais il ne couchait plus des récits, ni des histoires d'autres. Il rédigeait son testament. Pas un document juridique sec, mais un texte empreint de mémoire et de gratitude. Il parlait à ceux qu'il avait aimés, à ceux qu'il avait sauvés, à ceux qui continueraient sans lui, à Evan, à Sarah, à Riley, et bien sûr à Duke. Je ne vous lègue pas une maison, je vous confie un foyer. Je ne vous lègue pas des souvenirs, je vous transmets une direction. Et surtout, je vous demande une chose, n'oubliez jamais que l'amour peut réparer ce que la justice oublie.
ce que les systèmes abandonnent, ce que les barreaux ne savent pas voir. Duke me l'a appris, à vous de le transmettre. Quand il eut fini, il signa simplement « Nathan Carter, homme libre, grâce à un chien ». Le 15 avril de cette année-là, Nathan insista pour se rendre une dernière fois dans la clairière. Il s'y fit conduire en fauteuil roulant, couvert d'un plaid, la main serrée dans celle de Sarah. Evan ouvrait le chemin avec Riley trottant à ses côtés. La clairière n'avait pas changé. Le grand arbre au centre avait pris du volume. Ses racines visibles serpentaient la terre comme des veines vivantes. À son pied, la pierre gravée était à peine couverte de neige. Nathan demanda à rester seul quelques minutes. Il s'approcha lentement, posa la main sur l'écorce, puis s'agenouilla difficilement. « Tu vois, vieux frère, ils ont compris, ils ont continué. Ce n'était pas pour rien, tu as vu juste, comme toujours. » Un léger vent traversa la clairière, une brise douce, rien de spectaculaire. Mais Nathan y vit un signe, une dernière caresse. Quand il revint vers les autres, il dit simplement « C'est bon maintenant, il peut dormir tranquille, et moi aussi. » Le printemps suivant, Nathan Carter s'éteignit paisiblement dans son sommeil. Aucune souffrance, juste un souffle qui s'arrêta. À côté de lui, sur la table de nuit, une bougie encore tiède, le collier de Duke enroulé autour de sa base. La nouvelle fit le tour du pays. Les hommages affluèrent, mais ce n'était pas une pluie médiatique, c'était un murmure immense, unanime, une reconnaissance calme. Des enfants déposèrent des dessins devant le refuge. Des anciens détenus envoyèrent des lettres. Des vétérans vinrent en silence planter des drapeaux dans la clairière. Lors des obsèques, organisées dans le pré où les chiens du refuge venaient jouer, il n'y eut ni messe ni discours officiels. Juste des voix qui racontaient, chacun prenait la parole à tour de rôle pour dire une phrase, un souvenir, une transformation. Evan, aujourd'hui adolescent, lut un extrait du testament de Nathan, puis il dit « Monsieur Carter n'a jamais voulu être un héros, il a juste aimé un chien. Et il lui a fait confiance. Ce chien s'appelait Duke, et aujourd'hui, il nous unit tous. » Puis Riley s'approcha. Elle posa ses pattes avant sur la pierre tombale, renifla longuement, puis recula comme apaisée. Quelques semaines plus tard, un centre pour jeunes en difficulté ouvrit ses portes à Denver. Il s'appelait Maison Carter. Au-dessus de l'entrée, une fresque, Nathan et Duke marchant côte à côte dans une forêt. La légende disait « On n'a pas besoin de parler pour être compris. Il suffit de ne pas abandonner. » Evan devint éducateur spécialisé. Sarah poursuivit la gestion du refuge. Curtis fit du programme Project Duke un modèle fédéral. Et dans une salle de classe d'une école primaire de l'Oregon, un instituteur posa une question à ses élèves. « Quel était votre héros préféré ?» Un garçon leva la main et répondit « Duke », parce que lui, il a cru en quelqu'un quand personne d'autre ne le faisait. Aujourd'hui, si vous marchez dans les forêts du Nord, près de Coral Haven, vous trouverez peut-être, au détour d'un sentier, une pierre plate gravée simplement « Duke, fidèle jusqu'à la fin ». Et si vous vous asseyez un moment, si vous tendez l'oreille, vous entendrez peut-être un souffle dans les feuilles, un battement de cœur ancien, un chien courant entre les arbres. Car certaines fidélités ne meurent jamais, elles se transforment, elles guident, elles veillent. Et à chaque fois qu'un cœur hésite, qu'un être doute, quelque part un vieux chien se remet à courir.